Donc, si vous voulez, en gros, le président Thabo Mbeki a résumé en quelque sorte sa réflexion sur cette crise ivoirienne en expliquant beaucoup de choses. Et je pensais que quand il lui a été proposé que ce soit la préface de ce livre, la réponse a été donnée assez aisément parce que je pense que le président Mbeki était conscient que le travail que j'avais fait ou que j'étais en train de faire était un travail sérieux. Donc, et sinon, un président de la République ne met pas son nom sur un livre si ce livre est un livre qui est fait n'importe comment, avec un manque de rigueur totale. Donc, je pense que c'était important que le médiateur de la crise ivoirienne, qui est M. Mbeki, puisse effectivement préfacer ce livre, parce que non seulement il apportait, si vous voulez, un regard interne à la crise comme médiateur, mais en plus, je pense qu'il dit des choses qui vont à contre-courant de ce que beaucoup de gens avaient jusque-là entendu à travers les médias. Donc, j'étais vraiment en phase sur le plan intellectuel avec le président Mbeki sur son analyse, et c'est pour cette raison que sa préface a été la bienvenue pour couronner mes efforts d'enquête. Oui, ce qui est important dans ce que dit le président Mbeki, c'est quand même le fait que tout le monde a voulu que les élections présidentielles se tiennent en Côte d'Ivoire, dans un pays qui était coupé en deux. Une partie était occupée par la rébellion, l'autre partie par les forces gouvernementales. Il est absurde d'organiser des élections dans ces conditions pour deux raisons. La première raison, c'est que une élection n'est valable que parce que on a une vision claire du nombre total des électeurs, donc des gens qui s'inscrivent sur les listes électorales. Bon, quand vous avez un pays qui est coupé en deux, vous avez une partie des gens qui sont sur les listes électorales et une autre partie qui échappe complètement aux listes électorales officielles. Et donc, c'est qui organise la fraude, les fraudes, toutes sortes de fraudes. La deuxième raison est que les accords qui avaient été signés par les deux parties, le gouvernement et la rébellion, demandaient qu'il y ait un désarmement total et des forces gouvernementales et de la rébellion. De toutes les façons, on va imposer un embargo aux forces gouvernementales. Mais entre-temps, non seulement les rebelles ne sont pas visés par l'embargo, mais les rebelles ne respectent pas les accords qui ont été signés de désarmer pour pouvoir aller aux élections. Donc, on va aux élections, en tout cas, dans un contexte où on ne sait pas qui va voter, qui ne va pas voter, qui a le droit de voter, qui n'a pas le droit de voter. On va aux élections sans que la rébellion ait désarmé. Donc, ces deux éléments sont, à mon avis, suffisants pour disqualifier le processus électoral. Mais comme en même temps, tout le monde critiquait le président Gbagbo en disant qu'il ne veut pas aller aux élections parce qu'il veut rester au pouvoir, il a accepté de jouer le jeu électoral, donc le jeu de la démocratie, en croyant que finalement, la communauté internationale allait tenir compte, un, de sa bonne foi, de vouloir aller aux élections, deux, d'accepter ou de constater que les rebelles n'ont pas eu la même bonne foi, c'est-à-dire n'ont pas accepté de désarmer. Et donc, on va peut-être créer des conditions qui vont amener la rébellion à désarmer et bien entendu à éliminer la coupure du pays en deux pour que, eh bien, il y ait un minimum de transparence pendant ce processus électoral. Et malheureusement, le président Gbagbo s'est laissé avoir parce que la communauté internationale n'a pas pris compte de sa bonne foi. Mais ce que je n'ai pas compris dans l'histoire des élections, ou en tout cas dans le débat sur la crise post-électorale, c'est le fait que personne n'a voulu tenir compte du fait qu'il y a eu plusieurs rapports qui ont été rédigés et qui permettent de constater, un, qu'il y a eu des fraudes,
dans le Nord. 2, que les gens qui étaient censés voter pour le président Gbagbo ont été brutalisés, violentés. 3, que les gens qui étaient censés voter pour la partie gouvernementale, pour le président sortant, le président Gbagbo, n'ont même pas pu voter pour leur candidat. Donc, à mon avis, tous ces rapports, qui étaient des rapports officiels, qui ont été remis au Conseil constitutionnel et qui ont été appuyés par une requête officielle du président Gbagbo, qui était président candidat, eh bien, personne n'a voulu examiner tous ces rapports pour aboutir à la conclusion de savoir s'il fallait annuler ou pas les votes qui avaient eu lieu dans le Nord, ou alors s'il fallait reprendre le vote dans le Nord. Donc, en faisant comme s'il n'y avait pas eu de problème dans cette région, on a validé effectivement des fraudes massives qui ont été faites, organisées par les rebelles, et on a invalidé toutes les revendications qui ont été faites par la partie du président Gbagbo. Donc, à partir du moment où le jeu démocratique fonctionne sur des bases fausses, où on légalise le faux et la fraude, il ne faut pas être surpris que le camp Gbagbo ait eu à protester vigoureusement des résultats qu'on allait donner. Et c'était prévisible, et tout cela était prévisible. Et or, ce que je constate, c'est que le rôle et la responsabilité de M. Choi, donc, qui était de vérifier le déroulement du processus, que le processus électoral se déroulait correctement, que ce travail-là n'a pas été fait, et que la seule chose qui a intéressé M. Choi, c'était de se précipiter pour rendre les résultats. Et ce qui n'était pas du tout de son ressort, parce que ça c'est du ressort du Conseil constitutionnel, ce n'est pas du ressort du représentant de l'ONU. Bon, le fait de vouloir faire cela et de se précipiter pour faire cela, et pas de faire ce qui était son travail, c'est-à-dire de dire non, on ne peut pas valider les élections dans le Nord parce qu'il y a des fraudes, parce qu'il y a des procès-verbaux qui sont des procès-verbaux légaux, qui sont établis avec des faits qui sont avérés. Le fait de ne pas respecter ce qui relevait de ses compétences et de faire correctement son travail a nécessairement créé des frustrations du côté des militants du président Gbagbo, et ce qui est arrivé après, c'est-à-dire les protestations qui ont dégénéré, c'était inéluctable. Je pense que dans n'importe quel processus électoral, on se serait comporté de cette façon-là, on aurait eu les mêmes réactions. Parce que les gens qui viennent voter ou qui votent pour un candidat votent dans l'espoir que leur candidat va gagner. On ne vote pas en espérant que votre candidat va perdre. Vous ne venez pas voter pour un candidat en se disant qu'il va perdre. Et surtout, s'il perd dans des conditions légales, et que parce que l'autre candidat a été plus fort, il n'y a aucun problème. On peut contester, mais on est fâché, on est simplement fâché ou mécontent du fait que son candidat a perdu. Mais à partir du moment où on valide la fraude, vous ne pouvez pas accepter que votre candidat perde dans des conditions anormales et qu'il perde par la fraude. Donc tout le problème de la crise post-électorale est concentré dans le refus du représentant de l'ONU sur place, M. Choi, de faire invalider des votes qui étaient issus de la fraude. Et ce qui a, à mon avis, été obligé de modifier le résultat final. Parce que si on avait invalidé cela, si on avait pris compte de toutes les revendications, je ne pense pas qu'on aurait eu un résultat au final qui donnait l'impression qu'il y avait confusion. Parce que c'est la communauté internationale qui a validé la confusion, qui a intégré la confusion, la fraude et le refus d'examen des pièces litigieuses dans le processus. Et donc, à mon avis, la communauté internationale est responsable de la mauvaise gestion de la crise post-électorale, puisque c'était de son ressort de dire si oui ou non le processus était correct. Oui,
Ben oui, la résolution de 2007 précisait clairement le mandat de Choi. C'est pour cela que beaucoup de gens ont été surpris que Choi non seulement n'ait pas respecté la résolution sur son mandat, mais outrepasse même son mandat, c'est-à-dire en venant proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Alors, quelqu'un qui est appelé comme arbitre, mais se retrouve en train d'être celui qui juge. Alors là, il est évident que les Ivoiriens ne pouvaient pas apprécier cela, et je crois que toutes les protestations qui ont été faites par les Ivoiriens du camp Gbagbo sont des protestations tout à fait légitimes. Je constate simplement qu'on a voulu politiser une affaire qui relevait simplement d'une observation juridique et d'une observation des principes du droit international. Donc, personne n'a voulu regarder cela. On s'est dit, bon, le camp Gbagbo est un camp de gens un peu barbares, sauvages, etc., qui arrachent les papiers, etc. Mais enfin, tout cela n'est pas très rigoureux et très sérieux. Et le manque de rigueur et le manque de sérieux est venu du responsable de l'ONU, M. Choi, qui était sur place, qui était chargé de dire si les choses se déroulaient normalement ou pas. Donc, à propos de la fraude électorale, donc on peut citer également ce rapport du général Nicolas Kouakou du Centre de commandement intégré qui a enregistré donc le 28 novembre 2010 4 cars, l'arrivée d'un convoi de 4 cars constitué à peu près de 217 personnes. Qui appartenait à la majorité présidentielle et qui était chargé de venir participer au bureau de vote dans le Nord. Et donc, comme représentant du candidat Gbagbo. Le problème, c'est que ces 217 personnes ont été purement et simplement chassées du poste électoral. Et donc, comment peut-on chasser les représentants d'un candidat lorsqu'il y a 2 candidats qui sont en bataille pour la dernière course, la dernière ligne droite des élections? Donc, chaque candidat dans les bureaux de vote, chaque candidat doit avoir ses représentants. Donc, il y a les représentants de M. Alassane Ouattara et ceux de M. Gbagbo. Quand les représentants de M. Gbagbo arrivent, 200 personnes, on les chasse d'un poste, du bureau des élections. Et cela n'a jamais entraîné un examen sérieux de la part de M. Choi ou des gens qui étaient chargés de vérifier la régularité du processus électoral. Donc, ce genre de pratique, ce genre d'action venant essentiellement des rebelles, puisque ce sont les rebelles qui avaient intérêt à ce que les représentants du président Gbagbo ne soient pas là, eh bien, la requête qui a été faite par le président Gbagbo lui-même pour signaler ces faits-là, et qui a écrit directement au Conseil constitutionnel, qui était donc en situation de devoir prendre des décisions par rapport à ce type de situation, eh bien, en a été empêché par l'action précipitée de M. Choi, qui a rendu les élections avant que le Conseil constitutionnel n'ait eu le temps d'examiner toutes les requêtes et de prendre une décision de droit conformément aux requêtes des 2 parties. Et M. Choi a validé le fait que M. Alassane Ouattara était le gagnant de l'élection. Mais c'est un comportement illégal de la part de représentants de l'ONU. Non seulement c'est un comportement illégal, mais en plus de cela, il viole la constitution ivoirienne. Il viole le droit international parce que ce n'est pas le mandat qui a été celui de M. Choi. Et en plus, il viole le droit ivoirien parce qu'il n'est pas conforme à ce qu'exige la constitution ivoirienne dans ces cas-là. Donc, le représentant de l'ONU est venu faire à la fois le droit à la place des Ivoiriens et il a outrepassé le droit international conformément à la résolution qui définissait son mandat en Côte d'Ivoire. Certaines personnes auraient pu penser que ces requêtes n'étaient pas importantes parce que
elles étaient faites par des officiers ivoiriens, etc. Bon, ben, enfin, les officiers ivoiriens faisaient leur travail, ils étaient censés faire leur travail. Ce n'est pas des officiers étrangers qui doivent venir analyser une situation de fraude électorale. C'est des officiers ivoiriens qui ont fait leur travail. Mais imaginons même que certains aient pu penser que les officiers ivoiriens étaient partiaux. Mais il se trouve que l'Union africaine a constaté également les mêmes fraudes. Et dans le rapport de l'Union africaine, on va encore plus loin parce qu'on constate qu'il y a des gens qui ont été violentés, qu'il y a eu des massacres de population, et qu'il y a eu les massacres des représentants ou des gens qui venaient voter pour le président Gbagbo, et qu'en plus, il y a eu des femmes qui ont été violées. Bon, alors, on s'est retrouvé devant une situation qui était non seulement une situation d'illégalité du point de vue du processus électoral, donc des élections, et on s'est retrouvé devant une situation délictueuse du point de vue du droit pénal ivoirien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est assez surprenant qu'on n'ait jamais diligenté des poursuites contre les gens issus ou proches de la rébellion qui ont commis des viols pendant le processus électoral ou qui ont massacré des gens ou qui ont brutalisé les gens pendant le processus électoral, et que même après, la communauté internationale ne se soit jamais intéressée à ces actes criminels qui, à mon avis, auraient mérité au moins des poursuites sur le plan international. Donc, il y a eu une négation totale du droit ivoirien et du droit international dans le cadre de ce processus électoral, dans le cadre de ces élections présidentielles. Oui, ce qui est très étonnant, c'est que pendant tous ces événements de Côte d'Ivoire, les événements tragiques de Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu beaucoup de voix en France pour demander la mise en place d'une commission d'enquête. Comme ça a été fait dans le cas des événements du Rwanda, on a demandé la mise en place d'une commission d'enquête. Dans le cas des événements de la Côte d'Ivoire, il y avait aussi des morts, hein, y compris des morts français, parce qu'il y a des soldats français qui ont été tués par la rébellion. Personne n'a jamais voulu demander de commission d'enquête. Même pas une mission d'information, comme ça a été obtenu dans le cas du Rwanda. Parce qu'on a demandé une mission d'information dans le cadre des événements du Rwanda. C'était des Rwandais qui avaient été tués là-bas. Bon, il y a eu des Français dans le cas de l'attentat, mais les rebelles ont assassiné froidement des militaires français et personne n'a demandé d'enquête. Seuls des communistes, le groupe communiste à l'Assemblée nationale qui avait déposé une motion demandant qu'il y ait la constitution d'une commission d'enquête. Il n'y a jamais eu de suite à la demande des communistes. C'est quand même étonnant que ce ne soit que des communistes qui demandent la mise en place d'une commission d'enquête, alors que les deux grands partis républicains, comme on dit généralement, l'UMP et le Parti socialiste, n'aient rien voulu demander. Il y a eu des gens au sein du Parti socialiste, comme M. François Loncle ou M. Xavier Emmanueli, qui étaient demandeurs d'une plus grande attention de ce qui se passait en Côte d'Ivoire, mais je crois qu'ils n'ont pas été écoutés par leur parti, alors qu'en fait, ce qui se passait était extrêmement grave et que M. Loncle et M. Emmanueli, qui lui a été premier secrétaire du Parti socialiste, demandaient quelque chose qui était tout à fait normal et qui était à la portée de tous. Ce n'était pas très compliqué de mettre sur pied une commission parlementaire pour cela. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que le président Blaise Compaoré du Burkina Faso était aussi médiateur de la crise ivoirienne. Donc voilà un médiateur, un ancien médiateur de la crise ivoirienne qui, au moment où les Ivoiriens sont en difficulté pour obtenir le résultat de l'élection présidentielle, ou en tout cas où on a une discussion ou un débat sur qui a gagné, qui a perdu les élections, l'ancien médiateur appelle le président français Nicolas Sarkozy, lui écrit une lettre lui demandant d'intervenir militairement contre le président démocratiquement élu qui est M. Gbagbo. Et il prend position pour Alassane Ouattara, qui fut burkinabé, puisqu'il était burkinabé, et j'ai interprété cela comme un acte d'ingérence politique extrêmement grave
dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas normal qu'un chef d'État africain, de surcroît membre de la CEDEAO, appelle la France pour qu'elle intervienne dans un conflit politique électoral de son voisin. Et la deuxième chose, c'est que, bon, M. Blaise Compaoré aurait dû, et il aurait pu, appeler, par exemple, M. Alassane Ouattara au moment où il était encore burkinabé, parce que pendant toute la période de 2000, qui va de 2000 à 2003, il y avait tout le débat sur la nationalité de M. Ouattara. Bon, puisque j'ai publié un document qui attestait qu'à l'époque, M. Alassane Ouattara était burkinabé, il aurait été mieux inspiré de demander à M. Alassane Ouattara de revenir au Burkina Faso comme burkinabé et de se présenter aux élections présidentielles au Burkina Faso. Ça aurait été quelque chose de remarquable sur le plan démocratique de la part de M. Blaise Compaoré. Mais demander qu'on aille renverser M. Gbagbo, qui est en conflit électoral avec Alassane Ouattara, je ne trouvais pas ça ni très démocratique, ni très élégant de la part d'un ancien médiateur de la crise ivoirienne. La deuxième chose, c'est que la lettre qui va être adressée maintenant par M. Sarkozy le 25 février 2011 à M. Goodluck Jonathan, donc le président du Nigeria qui est à la tête de la CEDEAO, c'est pour lui dire qu'effectivement, la France est en train de prendre toutes les dispositions pour faire partir le président Gbagbo du pouvoir. Et on n'est plus dans un débat sur les élections, on est dans un débat sur la volonté de renverser un régime. Et il ajoute dans sa lettre, et c'est très intéressant, que ce dossier ivoirien, qui n'est pas très bien compris par le président sud-africain Jacob Zuma, doit faire l'objet de l'envoi d'un émissaire auprès de Zuma pour lui expliquer exactement ce qui se passe. Mais l'Afrique du Sud est impliquée dans la crise ivoirienne en 2004 par l'intermédiaire du président Thabo Mbeki qui a été médiateur. Et donc, si l'Afrique du Sud est impliquée dans la gestion de la crise ivoirienne, ça signifie que l'Afrique du Sud, en tout cas par les rapports diplomatiques qui sont mis à la disposition du président Zuma et par les éléments des services de renseignement sud-africains qui ont suivi cette crise, et surtout les laboratoires sud-africains ont effectivement rédigé des rapports sur le bombardement, les tirs de l'hôtel Ivoire. Donc le président Zuma a il a plusieurs sources à travers son pays pour comprendre exactement ce qui se passe dans la crise ivoirienne. Donc il n'a pas besoin à ce moment-là d'un émissaire de M. Sarkozy pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais c'est très étonnant de constater que le président Sarkozy, lui, considère que le président Zuma n'a rien compris à la crise ivoirienne, et donc, comme il n'a rien compris, on va lui envoyer un émissaire français qui viendra lui expliquer, alors que le président Zuma a plusieurs sud-africains qui sont impliqués, soit comme médiateurs, soit comme experts dans le dossier sud-africain, dans le dossier de Côte d'Ivoire. Donc, cette lettre, pour moi, a été, si vous voulez, caractéristique de ce qui était le projet politique de M. Sarkozy, mais ça reflétait encore aussi l'état d'esprit du travail en duo que faisait Blaise Compaoré avec le président Sarkozy et le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, pour essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ces lettres, pour moi, démontrent très clairement qu'on n'était pas du tout dans une bataille post-électorale. Depuis le début, on était dans une volonté de renverser un régime. Donc, il fallait trouver le bon moment, le bon prétexte et les bons arguments pour pouvoir renverser le régime. Et donc, le bon moment, c'était les élections. Le bon prétexte, c'était le vote, qu'il fallait absolument que les élections se tiennent même
sous un pays occupé, coupé en deux. Et le bon argument, c'était que, eh bien, ce n'était pas M. Gbagbo qui avait gagné les élections, c'était M. Alassane Ouattara, même si personne n'a voulu examiner ce qui s'est passé exactement dans le Nord en matière de fraude électorale. Donc, on avait tous les ingrédients réunis pour exécuter un coup d'État sans que les gens aient la possibilité de contester le coup d'État. Parce que c'est de ça qu'il était question. Et très peu de gens se sont retrouvés, parce qu'une fois que ça a été fait, la presse s'est mobilisée derrière l'argument de l'usurpation des élections par le président Gbagbo. Et donc, il n'y avait plus personne pour dire, avant de parler de ça, examinons avec précision tout ce qui s'est passé pendant les élections. Donc, le débat sur les fraudes électorales, sur les viols, sur l'exclusion des représentants d'un des partis, donc les représentants de la majorité présidentielle, et le fait que la rébellion n'a pas voulu désarmer jusqu'au moment des élections, tout ce débat-là a été complètement écarté pour ne parler précisément que du fait que M. Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir. Et ça a été un travail remarquable du point de vue de la manipulation médiatique, et ça a été un travail tout à fait extraordinaire de la part de Nicolas Sarkozy, qui a obtenu un changement de régime dans la brutalité et la violence sans que les dirigeants africains aient eu leur mot à dire dans la gestion de ce dossier. Ou en tout cas, les dirigeants africains qui se sont prononcés, notamment M. Compaoré ou M. Goodluck Jonathan, se sont exprimés pour soutenir le coup d'État qui avait été décidé par Nicolas Sarkozy. Oui, il y avait une volonté au niveau du panel des experts de l'Union africaine de réexaminer les requêtes, de réexaminer les requêtes et surtout de trouver une solution politique dans le cas où la situation arrivait à dégénérer. Alors, le président Sarkozy et une partie de la communauté internationale n'étaient pas pour le fait de trouver une solution politique à la crise, n'étaient pas d'accord pour le fait de trouver une issue pacifique à la crise. Donc, le choix d'une intervention militaire avait été arrêté, il fallait l'exécuter. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé d'écarter la position des experts de l'Union africaine pour faire valider et pour ne retenir que la solution militaire qui consistait à rentrer au palais présidentiel, à sortir le président Gbagbo, à brutaliser sa femme, ses enfants et tout son entourage. Et c'était quelque chose qui, à mon avis, je pense d'ailleurs pour les gens qui ont soutenu cette option, je ne sais pas si avec le recul, ils peuvent effectivement dire très clairement si c'était un procédé démocratique. Parce que je n'ai jamais vu une élection en Occident où on va, quand il y a une contestation, même lorsqu'on a contesté les élections en Floride sous W. Bush, personne n'est rentré à la présidence avec des mitraillettes pour sortir le président en disant « vous avez fraudé en Floride ». Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a eu personne pour demander qu'est-ce que c'est que cette méthode démocratique qui vise à aller renverser quelqu'un par les armes parce qu'on considère qu'il n'a pas gagné les élections. Alors qu'on n'avait pas épuisé toutes les voies légales, donc les voies de droit, avec le Conseil constitutionnel, y compris en créant séance tenante, des règles de jeu qui n'étaient pas prévues au départ, mais qui étaient dans la dimension, dans la direction du droit et qui auraient permis peut-être de clarifier davantage les choses ou alors de trouver une issue politique pacifique à la crise. Et non pas celle qui consistait simplement à demander à M. Gbagbo de partir, parce que je ne crois pas que les choses étaient aussi simples qu'on les a présentées à ce moment-là.